Les formes de l'organisation et de l'enseignement ne comportent évidemment aucune création absolue. Elles résultent de manière nécessaire du développement des actes élémentaires de tradition et de collaboration tels qu'ils apparaissent déjà au niveau anthropoïde. Ainsi l'on voit dans les expériences de Köhler le chimpanzé sultan auquel l'observateur a interdit de participer à l'épreuve, montrer à un compagnon moins avisé comment l'on peut allonger un bâton en l'emmanchant dans un roseau. Dans d'autres cas, les sujets unissent leurs efforts pour mettre une caisse sous un appât suspendu au plafond, pour s'en servir comme d'un escabeau. Il ne s'agit pas encore évidemment d'activité intentionnellement sociale. Le rapport entre les différents sujets ne se référant en fait qu'à l'universalité objective de la fonction instrumentale, en tant qu'elle provoque les mêmes réactions chez tous les animaux présents. Comme au début raconte Köhler, Sultan était très en avance sur les autres et que je voulais les laisser construire, l'intelligent animal devait souvent s'asseoir à l'écart et rester spectateur. L'intelligent animal, mais dans son rôle de spectateur attentif, il ne peut pas toujours s'interdire de porter vite la main quand une caisse menace de tomber, de la soutenir quand l'autre animal est en train de faire un effort décisif et dangereux, ou encore d'intervenir par un petit mouvement dans le sens de la construction des autres. À le voir au début accroupi, suivant chaque mouvement de l'autre, dans sa construction avec les yeux et souvent avec des ébauches de mouvements de la main et des bras, il n'est pas douteux que la scène ne l'intéresse au plus haut degré du point de vue technique et qu'il n'y participe intérieurement d'autant plus que le cours des choses est plus critique. L'aide qu'il apporte ensuite réellement pour un instant n'est qu'une exaltation de cette participation continue et à peine indiquée, de sorte que l'intérêt porté à l'autre animal pourrait bien n'y contribuer que de façon secondaire, surtout chez le très égoïste Sultan. Nous connaissons tous quelque chose de semblable. Si par une longue pratique un homme arrive à bien connaître une sorte de travail, il lui est difficile de regarder tranquillement quand devant lui un autre s'y prend maladroitement. Les doigts lui démangent, d'entrer en scène et de faire le travail. Nous aussi, nous sommes souvent bien loin de vouloir faciliter le travail d'autrui par pur amour du prochain. À ce moment, nos sentiments à son égard sont même généralement froids. Nous ne cherchons pas davantage dans le travail un avantage extérieur pour nous. C'est ce travail même qui nous attire avec force, que l'heure dans l'intelligence des singes supérieurs. Il n'en reste pas moins que le développement de l'instrument qui mène à l'outil s'élabore nécessairement dans le cadre d'une activité commune et engendre ainsi l'usage de l'outil sous la forme d'habitudes collectives comme technique acquise dans le groupe et se transmettant de génération en génération. Dès lors, les conduites immédiates de collaboration et de tradition se différencient en s'articulant sur ces techniques et s'élèvent ainsi à la forme du langage. Dans l'exercice du langage, l'accord des individus ne dérive plus simplement de l'universalité objective de la fonction instrumentale, mais se constitue dans un mouvement où le sujet a conscience de réaliser intentionnellement un travail commun et une transmission de pouvoir. Le sens visé par le verbe n'est précisément que l'opération même de la production en tant qu'elle s'esquisse, vécue comme un travail idéal, où se définit sur le plan de l'objectivité du concept ce pouvoir de médiation que le sujet dans l'usage réel de l'outil se représentait comme une simple détermination fonctionnelle et qu'il pose maintenant dans sa structure objective par l'acte du jugement. Mais l'intentionnalité du langage présente certaines particularités qui nous obligent à revenir sur, non pas pour examiner dans son mouvement général le rapport de l'expression à sa signification. La notion universelle de l'expression ou fonction symbolique enveloppe la totalité de l'existant, au sens où l'on parle de l'expression d'un paysage. Mais nous la prenons évidemment ici que dans son sens strict comme expression intentionnelle visant consciemment une signification. De ce point de vue, elle semble se présenter pour la première fois chez les mammifères. Bien que la production des sons se rencontre déjà chez certains poissons, il ne peut s'agir à ce niveau que d'un simple accompagnement de l'action elle-même. Le cas des amphibiens et des reptiles offrirait matière à discussion, notamment pour l'appel sexuel. Mais nous préférons ne pas considérer ces exemples encore douteux. En revanche, il serait difficile de nier la présence d'une signification intentionnelle dans l'aboiement du chien, s'opposant à l'entrée d'un visiteur inconnu, ou dans le manège par lequel il manifeste son désir de jouer, à rapporter un objet ou de mener son maître vers un endroit déterminé. On ne saurait parler ici d'un simple accompagnement de l'action, puisque précisément l'action en question, par exemple chasser l'inconnu ou rapporter la balle, n'est pas réellement accomplie, mais simplement ébauchée,
et ne vaut qu'en tant qu'ébauche dans cet aboiement ou dans ce va-et-vient où l'animal a l'air de se précipiter sur un objet imaginaire. L'ébauche de l'acte apparaît justement comme une expression qui symbolise l'acte lui-même resté inachevé. Ainsi, nous pouvons définir le rapport intentionnel de signification en purs termes de comportement. L'acte symbolique de signification est un acte qui s'arrête dès la phase initiale de son accomplissement et renvoie par là même à sa forme totale non accomplie. La signification visée n'est précisément que la partie non réalisée du comportement qui s'esquisse, amorcée par le mouvement ébauché. Ici encore, ce n'est pas originellement la conscience qui détermine le comportement, mais bien le comportement qui produit la conscience. L'apparition du visiteur déclenche chez l'animal un mouvement offensif, aussitôt arrêté et réprimé par la présence d'un obstacle ou en raison de conditionnements antérieurs. La réaction ne peut donc que s'ébaucher par l'aboiement et s'achève sur une simple esquisse d'attaque non effectivement réalisée, mais qui donne par là même au sujet la conscience de signifier son intention de chasser l'inconnu. Celui-ci de son côté répond en ébauchant un mouvement de fuite, et sans l'accomplir réellement puisque l'animal n'avait lui-même qu'ébauché son mouvement d'attaque. La fuite, ainsi ébauchée, est aussitôt arrêtée, s'achève sous la forme d'une esquisse vécue comme un mouvement idéal, où le sujet perçoit bien le comportement de l'animal comme une attaque, mais une attaque simplement signifiée, non effectivement réalisée. En d'autres termes, l'aboiement du chien apparaît au visiteur comme une expression dont il comprend le sens. Ainsi, le phénomène de l'expression ayant été défini comme un comportement ébauché, la compréhension résulte immédiatement de la réponse, en tant qu'elle ne consiste elle-même qu'en une ébauche aussitôt arrêtée. On remarquera que celle-ci fonctionne à son tour comme une expression dont la signification renvoie précisément à la compréhension elle-même. En ébauchant son mouvement de fuite, le visiteur signifie qu'il a compris le comportement de l'animal. Celui-ci répond à son tour en redoublant ses aboiements, montrant ainsi qu'il comprend que l'autre l'a compris et serait prêt à s'en aller. Ainsi se constitue la corrélation originaire où se définit le fondement de la réciprocité. L'acte symbolique ou acte ébauché provoquant une réponse elle-même ébauchée où s'exprime la manière dont l'autre est affecté par l'expression du premier. C'est cet être affecté même qui affecte le premier sujet à son tour et suscite chez lui une nouvelle expression. Ainsi, le mouvement réel des conduites ébauchées est vécu comme un échange d'actes intentionnels de compréhension réciproque, chacun affectant l'autre par la manière même dont il se trouve lui-même affecté. L'autre m'affecte par l'affectation dont je l'affecte. On aura remarqué que nous distinguons nettement les deux notions de l'ébauche et de l'esquisse. L'esquisse s'arrête au niveau des commandes nerveuses et se trouve ainsi réfléchie comme un mouvement intentionnel. L'ébauche est au contraire un acte réel qui commence à s'accomplir au niveau musculaire, mais ne peut s'achever en raison d'un obstacle extérieur ou de conditionnement antérieurement établi, ou encore parce que le stimulus n'est lui-même qu'ébauché et n'atteint pas le seuil nécessaire pour une réponse complète. Or, l'acte ébauché implique précisément son achèvement même, sous la forme d'une esquisse réprimée, vécue comme un mouvement intentionnel, où se définit la signification dont l'ébauche devient l'expression. Ainsi se constitue une forme nouvelle de l'intentionnalité, où le sens visé n'est plus simplement vécu dans la subjectivité de la conscience, mais apparaît sur le comportement lui-même, comme le sens qu'il exprime. Le sujet en tire le sentiment d'avoir dépassé le contenu réel de ses actes par l'intention qui se manifeste en eux et semble ainsi les définir dans leur sens véritable. Mais un tel dépassement n'est qu'une apparence qui dissimule la réalité effective du mouvement. L'intention, en tant que telle, ne renvoie pas encore à la vérité du comportement, mais simplement à son caractère inachevé, lequel ne s'explique que par des raisons strictement objectives. Elle n'est qu'une esquisse s'exerçant à vide, comme complément imaginaire de l'action qui ne parvient pas à sa fin. En fait, ici encore, ce n'est pas la conscience qui dépasse le réel, mais bien le réel qui dépasse la conscience. L'acte symbolique en tant que comportement se constitue en effet avec un contenu effectif qui échappe une fois de plus à la subjectivité du vécu, car du fait même de sa fonction signifiante, il n'est plus au niveau de la forme qu'il exprime, mais s'élève nécessairement au niveau immédiatement supérieur. Ainsi, à considérer le sens réel du comportement, le chien qui aboie chasse l'inconnu par l'intermédiaire de ses aboiements. Or, le sens visé dans sa conscience ne porte évidemment que sur l'acte même de chasser l'inconnu, ce qui renvoie symboliquement au schème de la manipulation
et non pas sur l'aboiement à titre d'intermédiaire. Il est donc vrai que l'acte ébauché a ce privilège singulier de faire passer au vécu, à titre d'intention signifiée, la forme du comportement qui, d'ordinaire, lui échappe, mais ce n'est justement que pour la dépasser et l'absorber dans une structure plus élevée. La fonction symbolique se constitue chez les mammifères sous sa forme la plus fruste, comme un simple résultat de l'interruption de l'acte réel. Elle n'apparaît ainsi que de manière sporadique dans le cadre du comportement direct. Son utilisation consciente ne se produit qu'au niveau de l'instrument, avec les anthropoïdes, chez lesquels on voit se développer la conduite de la simulation. On sait que les chimpanzés en captivité aiment faire des niches aux visiteurs, en faisant semblant de donner un objet pour le retirer rapidement aussitôt que quelqu'un tend la main pour le saisir. On les voit alors jouir de la déconvenue du visiteur naïf, parfois même profiter de la situation pour le frapper ou lui dérober quelque chose. L'acte symbolique ne fonctionne plus ici comme une simple expression immédiate et qui implique son sens par elle-même, mais déjà comme un signe utilisé par le sujet dans une intention qui ne se confond pas nécessairement avec celle qu'il prétend exprimer. En d'autres termes, le mouvement de l'expression s'est développé dans la forme d'un instrument dont le chimpanzé se sert pour attirer le visiteur à lui comme avec un bâton. On voit immédiatement que l'exercice répété d'une telle conduite aboutit à la stabiliser en un usage permanent où la fonction instrumentale du signe apparaît comme constamment disponible. Ainsi, le chimpanzé, sur le point d'être pris en faute par un air innocent, est feint de s'occuper d'autre chose. Dès lors, les émissions vocales peuvent prendre déjà la signification symbolique d'une médiation efficace. Malgré l'insuffisance des recherches positives en ce domaine, il semble que les anthropoïdes, en dehors des expressions immédiates telles qu'on les trouve chez les mammifères en général, disposent d'un certain nombre de sons qui leur permettent de se comprendre avec une précision relative, du moins dans ce qu'ils ont à se dire, et qui doit renvoyer, en principe, non pas évidemment à des concepts, mais à des formes générales de médiation comme mode de la fonction instrumentale. Ainsi, dans une observation de Crawford, on voit un chimpanzé appeler un camarade avec des cris pour l'aider à attirer, au moyen d'une corde, une boîte pesante. On peut essayer en tout cas d'éclaircir le problème en se référant aux schèmes verbaux qui se développent chez l'enfant dans sa deuxième année, avant l'apparition des premières phrases. Il convient naturellement de marquer ici la plus grande prudence, l'exercice des sons articulés apparaissant très tôt chez l'enfant, de sorte qu'on ne saurait parler en ce domaine d'un parallélisme comparable à celui qui se constate dans le développement sensorimoteur. Il est impossible cependant de ne pas remarquer que les émissions vocales chez l'enfant, avant de fonctionner comme des mots, désignant des structures conceptuelles, se réfèrent à des moyens concrets d'agir sur l'objet et apparaissent ainsi comme des formes symboliques d'efficacité instrumentale. Ainsi, dans les observations de Piaget, on voit chez un enfant de 18 mois le signe vocal « banana » désigner non seulement le grand-père, mais également tout ce que réclame l'enfant, même en son absence. Le grand-père étant justement pour l'enfant l'instrument le plus efficace de ses désirs. Un autre dit « maman » en montrant à son père une lampe à allumer et à éteindre, bien que ce jeu, précise l'observateur, soit une spécialité exclusivement paternelle. A plus signifie un départ. Le fait de jeter un objet à terre s'applique à un objet qui se renverse au jeu de tendre un objet pour qu'on le renvoie. Il s'agirait donc ici d'une médiation symbolique tendant non plus à obtenir l'objet, mais à l'éloigner. L'émission du signe vocal se présente comme un acte ébauché d'utilisation s'achevant sur une esquisse qui médiatise idéalement l'effet désiré. On voit facilement la différence qui sépare ces significations instrumentales des formes conceptuelles qui apparaîtront avec le langage proprement dit vers la fin de la deuxième année. Le sujet ne vise encore que des modes généraux de médiation efficaces. Il n'a pas le concept d'opération déterminée où les structures symboliques se définissent par la forme objective d'un travail producteur. Il est vrai qu'avec l'usage des schèmes verbaux, le comportement réel commence déjà en fait à s'élever au niveau de l'outil. Et précisément, la constitution du signe vocal se présente comme une première forme du processus de fabrication. Mais l'acte de production n'apparaît encore que dans le contenu réel du mouvement. Il ne s'est pas intériorisé en une signification vécue. Nous avons maintenant les éléments nécessaires pour reprendre notre développement et définir de manière adéquate l'intentionnalité du langage. L'acte symbolique étant un acte ébauché dont le sens consiste dans son achèvement même, esquissé et réprimé, la profération du verbe
résulte des arrêts rythmiques dans l'usage collectif de l'outil, comme un mouvement ébauché de production s'achevant idéalement sur l'opération productrice elle-même, vécue comme intention signifiée. Le travail idéal du concept n'est que le mouvement même du travail réel s'interrompant pour un instant en raison de sa structure objective et se poursuivant sur le plan symbolique par l'usage de la parole. En d'autres termes, il est vrai que l'homme a parlé parce qu'il avait quelque chose à dire, mais ce qu'il avait à dire ne se présentait pas originellement sous une forme intentionnelle. L'ancêtre humain n'a pas dit ce qu'il pensait parce qu'il le pensait, mais l'a pensé parce qu'il a dit, et il l'a dit parce qu'il s'arrêtait de le faire. Il va de soi que le travail reprend en principe aussitôt après l'émission du son. Nous avons encore l'occasion dans la vie pratique de revivre ces expériences originelles. Ainsi, le cri « Oh, is » jaillit de la structure objective d'un effort collectif de traduction, de traction, et se trouve immédiatement compréhensible dans ce travail même. On sait du reste que le verbe occupe une place privilégiée dans les langues primitives. Il est temps de préciser la notion universelle de la production, telle qu'elle résulte de l'usage de l'outil. Nous l'avons vu se constituer sous la forme d'une activité collective, où se stabilise et se développe la préparation occasionnelle de l'instrument, telle qu'elle apparaissait au stade anthropoïde. Le chimpanzé arrache une branche à un arbre pour s'en servir comme d'un bâton, mais un tel mouvement ne vise que la situation présente et l'instrument est abandonné aussitôt utilisé. Or, il est clair que l'usage permanent de l'outil a entraîné dès les premières hordes humaines la constitution d'un ensemble d'habitudes collectives comme techniques acquises dans le groupe, et qui ne concerne pas seulement la fabrication même de chaque outil, mais également les modalités de son usage. Celui-ci se présente ainsi comme un ensemble d'opérations définies qui produisent par leur structure opératoire l'effet désiré. Ainsi, par le ministère de l'outil, la forme de la production s'étend à l'ensemble des activités humaines, en tant qu'elles se trouvent désormais objectivement déterminées par les habitudes techniques du groupe. Quand l'ancêtre humain lance son bâton pour tuer le gibier, son geste ne se définit plus par la simple efficacité instrumentale, mais par une structure intrinsèque qui s'est précisément établie en fonction de la structure matérielle de l'outil permanent. De même, les comportements qui ne concernent originellement que le corps propre, tels les actes de marcher, courir, grimper, etc., s'intègrent comme des moments déterminés dans le processus général de la production. En un mot, si l'on définit l'activité productrice comme une activité qui aboutit à son résultat suivant des règles, il est clair que ces règles se constituent tout d'abord en dehors de la conscience, dans la réalité du comportement, comme une conséquence objective des conditions matérielles de l'usage de l'outil. Or, dans la vie collective, de telles déterminations se réfléchissent sur le plan symbolique en s'ébauchant dans des sons qui prennent de ce fait comme même une forme également déterminée. Le cri animal passe au langage humain en s'articulant sur la structure du travail producteur. Ainsi, la production idéale de l'objet dans la position du jugement trouve son fondement authentique dans la production réelle, où s'engendrent les sons articulés. L'universalité n'est qu'un résultat, où se réfléchit la possibilité indéfinie de répétition impliquée dans la structure objective du processus de l'outil. Par là se trouve justifié de manière ultime le phénomène de la connaissance dans son surgissement historique et dans sa valeur de vérité. La théorie classique de la connaissance, procédant par simple réflexion sur le jugement, creusait un fossé infranchissable entre la réalité effective de la conscience, renvoyée à une pure psychologie, et son sens de vérité réservé à la philosophie transcendantale. L'existence réelle de l'objet s'évanouissait du même coup dans une notion formelle de l'objectivité qui la réduisait systématiquement à la simple condition d'un accord idéal entre tous les sujets possibles. Le sens originaire de la vérité, comme adéquation de l'intellect et des choses, en devenait totalement inintelligible. Tout l'effort de la pensée philosophique après Kant fut de revenir au concret comme identité de l'être et du sens. Mais les préjugés idéalistes restaient immanents à toutes ces tentatives qui aboutissaient régulièrement à un simple escamotage du réel, dans une intériorité plus ou moins subtile, où se dissimulait l'horreur de la pensée bourgeoise pour la dure matérialité du travail producteur. Corrélativement, le matérialisme mécaniste se chargeait de démontrer par l'évidence même de ces absurdités l'impossibilité de réduire la conscience à la matière. C'était s'interdire a priori la compréhension de la dialectique réelle, où le sens se constitue comme le résultat du mouvement naturel de l'être.
Le matérialisme dialectique apporte la réalisation authentique de ce retour au concret qui se maintient obstinément chez les penseurs bourgeois à l'état de simple prétention. Dès lors, se rétablit la familiarité originaire de l'homme avec la nature, mais à un niveau plus élevé, où se trouvent conservées et absorbées les médiations qui firent la grandeur du rationalisme classique. La jeunesse matérielle de la pensée ne supprime pas le sens qu'elle vise, elle le justifie dans ses intentions véritables, comme sens de la réalité. Naturellement, au stade auquel nous sommes arrivés, nous n'avons encore constitué que la forme générale du concept dans son accord possible avec les choses. L'adéquation effective dépend de la puissance des techniques réellement élaborées. L'humanité, à ses débuts, ne disposait dans la presque totalité des cas que d'une maîtrise purement symbolique, par le simple exercice du langage qui opère une transposition imaginaire des schèmes producteurs élémentaires sur toutes les données perceptives. Ainsi, les enfants qui commencent à parler identifient les nuages avec la fumée d'une pipe, le vent avec le souffle envoyé par la bouche, les bébés qui grandissent avec des bulles d'air ou d'autres objets que l'on fait gonfler. Un des sujets de Piaget s'écrie en voyant les vagues sur une plage faire avancer et reculer les petits cordons de sable, on dirait les cheveux d'une petite fille qu'on peigne. Quelle que soit l'inadéquation de ces jugements, la forme de la production est acquise comme authentique, condition de possibilité d'une connaissance vraie. Tout le progrès ultérieur consistera à faire passer le travail idéal du concept du stade purement symbolique de l'exercice verbal au stade rationnel des opérations logiques reproduisant l'organisation complexe qui assure l'efficacité du travail réel. Mais le développement de la production implique la dialectique des formes sociales où se constitue la vie humaine en son sens proprement humain.